Dans une section 2, je vais voir, je suis dans la notion d'aménagement et les différentes procédures utilisables prévues par le Code de l'urbanisme pour permettre un aménagement tel qu'il est défini à l'article L300-1 du Code de l'urbanisme. Et donc, dans la section 2, je vois la ZAC, zone d'aménagement concerté. La définition de la ZAC est donnée à l'article L311-1 du Code de l'urbanisme. Les ZAC sont des zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public qui ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquérera en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. Donc, dans la ZAC, il s'agit d'une opération d'aménagement d'ensemble qui va être confiée le plus souvent par une concession à un aménageur. C'est le conseil municipal qui, par une délibération, approuve le périmètre de la ZAC et son programme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le programme dans cette ZAC? Le conseil de l'EPCI sera compétent si cette compétence lui a été transférée. La ZAC peut également être créée à l'initiative de l'État ou d'une autre collectivité territoriale. Dans cette hypothèse, c'est le préfet qui est compétent pour créer la ZAC. La ZAC qui délimite un périmètre donc a trois conséquences. Les propriétaires des terrains qui sont compris dans le périmètre de la ZAC peuvent mettre en demeure la collectivité publique d'acquérir les biens, celle qui a pris l'initiative de créer la ZAC, d'acquérir les biens dans les conditions et délais prévus à l'article L230-1. C'est donc un droit de délaissement tel que je l'ai vu, plus haut. Deuxième conséquence, le maire pourra surseoir à statuer sur les demandes de permis de construire sur les terrains compris dans le périmètre de la ZAC en indiquant que le projet qui fait l'objet de la demande pourrait compromettre l'exécution de la future ZAC. C'est le sursis à statuer que je reverrai, qui est possible dans différentes hypothèses, et en voici une. Troisième conséquence, le financement des équipements publics à réaliser à l'intérieur de la ZAC. Il va falloir construire des réseaux, des voies publiques, des canalisations destinées à la viabilisation des terrains pourra être mis à la charge de l'aménageur. Article L311-4, c'est cet article 311-4, L311-4, qui fixe donc ces conséquences de la ZAC. Les cessions ou concessions d'usage de terrain à l'intérieur de la ZAC, d'aménagement concerté, font l'objet d'un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle en cause. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques, architecturales à respecter, imposées pour la durée de la réalisation de la zone. Article L311-6. Le Conseil d'État a appliqué ces dispositions. C'est un arrêt du Conseil d'État du 28 mai 2018, numéro 406 010, mentionné dans les tables du recueil Lebon. Donc, dans cette affaire, le maire d'Erlin-le-Sec, Pas-de-Calais, a délivré un permis de construire un ensemble commercial à l'intérieur de la ZAC. Le terrain est donc compris dans le périmètre d'une ZAC et la commune est couverte par une carte communale. Le dossier de ZAC comprend notamment un programme global de construction à édifier représentant une surface hors nette maximale de 65 000 mètres carrés. Saisi d'un recours contre le permis de construire l'ensemble commercial, le Conseil d'État indique que lorsque le maire examine une demande de permis de construire pour un projet compris dans le périmètre d'une ZAC, il ne peut autoriser une surface supérieure à celui qui demande le permis de construire en nombre de mètres carrés supérieur à ce qui est prévu dans le cahier des charges de la ZAC. Le Conseil d'État en déduit également que le maire ne peut pas délivrer le permis si le cahier des charges n'a pas déterminé le nombre de mètres carrés possible. Il ne peut pas non plus délivrer le permis si la surface hors œuvre nette du projet excède celle dont la construction est autorisée par le cahier des charges de cession du terrain. Donc le permis de construire ne peut pas, en termes de surface, aller à l'encontre de ce qu'indiquait le cahier des charges pour le lot en cause. La collectivité publique pourra également procéder à l'expropriation des terrains compris dans la ZAC. Elle devra donc présenter un dossier au préfet et ce dossier donc comporte tous les éléments
que doit comporter un dossier d'expropriation, notamment l'appréciation sommaire des dépenses. C'est un élément du dossier d'expropriation. L'appréciation sommaire des dépenses doit inclure les dépenses nécessaires à l'aménagement et à l'équipement des terrains, et le cas échéant, le coût de leur acquisition. En revanche, les dépenses relatives aux ouvrages qui seront ultérieurement construits dans le périmètre de la zone, de la zone d'aménagement concerté, n'ont pas à être incluses dans l'appréciation sommaire des dépenses. Arrêt du Conseil d'État du 11 juillet 2016, numéro 389 936, mentionné dans les tables du recueil Le Bon. La loi climat et résilience de 2021, je vous rappelle, souhaite lutter contre l'artificialisation des sols. Et donc, elle a modifié le régime de la ZAC, c'est l'article L151-27, en prévoyant que dans les zones d'aménagement concerté, le règlement du PLU peut déterminer la surface de plancher dont la construction est autorisée dans chaque îlot, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments. La loi résilience ajoute climat et résilience ajoute que dans ces zones, le règlement de la ZAC peut aussi déterminer une densité minimale de construction, le cas échéant décliné par secteur. Vous voyez, c'est pour inciter à une densité minimale pour ne pas artificialiser sans raison. Section 3, je suis toujours dans les opérations d'aménagement, le projet partenarial d'aménagement et la grande opération d'urbanisme. Ça, c'est un dispositif donc, qui est lié, hein, les deux éléments sont liés, et qui a été créé par la loi Elan de 2018. Donc, paragraphe premier, mais je vais voir les deux choses en même temps. Le projet partenarial d'aménagement. C'est l'article L312-1 du Code de l'urbanisme qui nous le dit. Afin de favoriser la réalisation d'opérations d'aménagement, un contrat de projet partenarial d'aménagement peut être conclu entre l'État et un ou plusieurs établissements publics ou collectivités territoriales dont la liste suit. Donc, État et un EPCI à fiscalité propre, État et établissement public territorial, ça, ce sont les établissements de coopération intercommunale à l'intérieur de la métropole du Grand Paris, métropole de Lyon, État et métropole de Lyon, qui est obligé de faire l'objet d'une catégorie particulière puisque c'est une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, un ou plusieurs communes membres de l'EPCI ou de la collectivité territoriale, signataires du contrat de projet partenarial d'aménagement. Donc l'État, l'EPCI et les collectivités intéressées. Il y a un lien entre le projet partenarial d'aménagement et la grande opération d'urbanisme, c'est son nom que je vais voir après, puisque l'article L302, 312-4-2, alinéa 4, dispose que lorsqu'un contrat de projet partenarial d'aménagement prévoit une opération d'aménagement susceptible d'être qualifiée de grande opération d'urbanisme au sens de l'article L312-3, il en précise les dispositions et les caractéristiques. Donc, paragraphe 2, donc une opération d'aménagement peut être qualifiée de projet partenarial d'aménagement. Il faut donc voir quel est l'intérêt de la notion donc, de grande opération d'urbanisme. Le contrat de projet partenarial d'aménagement prévoit une opération d'aménagement qui peut être qualifiée de grande opération d'urbanisme. Quel est l'intérêt? Donc, la grande opération d'urbanisme, c'est une notion qui a été créée par la loi Elan de 2018. Le but est de sortir de l'alternative suivante. Jusqu'ici, quand on menait une grande opération urbaine, soit elle résultait de l'initiative des communes et des collectivités territoriales, des EPCI, soit elle était prise en charge par l'État au travers d'une opération d'intérêt national que j'ai vue au début du cours. Donc, la grande opération d'urbanisme va permettre d'associer les communes, les EPCI et l'État pour une grande opération d'aménagement qui est qualifiée donc de grande opération d'urbanisme. C'est l'objet de l'article L312-1 du Code de l'urbanisme, hein, afin de favoriser
la réalisation d'opérations d'aménagement, un contrat de projet partenarial d'aménagement peut être conclu entre l'État et un ou plusieurs établissements publics, c'est-à-dire EPCI, établissement public territorial, la ville de Paris, etc. Le contrat de projet partenarial d'aménagement est d'abord une affaire entre l'État et le l'EPCI à fiscalité propre. Je vous rappelle que toute commune de France est membre d'un EPCI à fiscalité propre, métropole ou communauté. Mais cependant, les communes sont concernées, qui sont sur le territoire desquelles vont se dérouler l'opération, sont associées à l'élaboration du contrat de projet partenarial d'aménagement. Et d'ailleurs, elles rendent également un avis conforme. Euh, Article L312-4, la qualification de grande opération d'urbanisme est décidée par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'EPCI co-contractant, mais après avis conforme des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l'opération, de la grande opération d'urbanisme. La qualification de grande opération d'urbanisme a pour effet de transférer le pouvoir de délivrer les permis de construire au président de l'EPCI à fiscalité propre. C'est l'article 312-5 qui nous le dit. À l'intérieur du périmètre d'une grande opération d'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir est le maire de Paris, le président de la métropole de Lyon ou le président de l'EPCI à fiscalité propre. Une grande opération d'urbanisme relève nécessairement de la compétence de l'EPCI à fiscalité propre. C'est l'article 312-5, troisièmement, qui nous le dit. Donc, l'EPCI qui veut prendre en charge une telle opération en collaboration avec l'État n'a pas besoin de modifier ses statuts pour le permettre. Ça découle de la loi. Et il est précisé également que la réalisation des équipements dans le périmètre de la grande opération d'urbanisme pourra faire l'objet d'une convention de projet urbain partenarial, qui est une manière de faire financer les opérations à l'intérieur de la zone par les aménageurs. Vous verrez le projet urbain partenarial dans la vidéo suivante. La rénovation du centre-ville de Marseille, qui tenait à cœur au président de la République, Emmanuel Macron, a fait l'objet d'une grande opération d'urbanisme. La Cour des comptes a rendu un rapport il y a quelques semaines indiquant que, pour l'instant, les sommes d'argent qui avaient été annoncées, l'État s'associe à l'opération qui normalement aurait relevé seulement de la ville de Marseille qui n'en a pas les moyens, mais que finalement les sommes prévues annoncées par l'État n'ont pas été pour l'instant versées. Paragraphe 3, le plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière. C'est une opération d'aménagement également dérogatoire qui est prévue à l'article L313-1 et suivant du Code de l'urbanisme. Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être élaboré sur tout ou partie d'un site patrimonial remarquable, c'est une notion vue dans le Code du patrimoine, et sur le périmètre qu'il recouvre, ce périmètre, ce plan de sauvegarde et de mise en valeur tient lieu de PLU, ce qui exige d'ailleurs de mettre en concordance le PLU. Si cette création relève de la compétence de l'EPCI, la commune sur laquelle se trouve le périmètre envisagé peut saisir l'EPCI d'une demande d'établissement d'un tel plan. Alors là encore, c'est une opération, ce plan de sauvegarde et de mise en valeur permet de rénover un quartier qui présente un intérêt patrimonial, ce qui a rendu souvent les travaux difficiles, parce qu'il y a des contraintes très fortes qui résultent des règles du Code du patrimoine. Les propriétaires n'ont pas forcément les moyens de mener à bien les opérations de rénovation, et par ailleurs, ces opérations de rénovation doivent être maniées de manière globale. Et donc, l'adoption d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur permettra d'associer l'État et les autres collectivités territoriales à la restauration et de la mener de manière cohérente. Donc, grand A, le plan relève d'une élaboration conjointe par l'État et la collectivité compétente en matière de PLU. Cette compétence conjointe est prévue à l'article L313-1. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l'État et l'autorité et la collectivité compétente en matière de PLU.
le projet de plan est soumis pour avis à la commission locale du site patrimonial remarquable. Nous sommes dans un espace protégé. Le projet de plan fera l'objet d'une enquête publique. À la fin, il est approuvé par le préfet, si l'avis de l'organe délibérant de la collectivité compétente en matière de PLU est d'accord, ou par décret en Conseil d'État, s'il y a désaccord. Grand B, contenu du plan de sauvegarde. Le plan de sauvegarde est, le plan de sauvegarde donc, peut comporter l'indication des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures de l'immeuble dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales, dont la démolition ou la modification peut être imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement public ou privé. Article L313-1. Grand C, compatibilité avec le PLU. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d'aménagement et de développement durable du PLU, lorsqu'il existe. Lorsque le plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le PADD, il ne peut être approuvé, le plan de sauvegarde, que si l'enquête publique que je viens d'évoquer a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et sur la révision du PLU, article 313-1. Grand D, la restauration immobilière. L'adoption du plan de sauvegarde a pour objet donc de mener la restauration immobilière du quartier. C'est l'article 313-4 qui nous le dit. Donc, les opérations de restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état, d'amélioration de l'habitat, comprenant l'aménagement, y compris par démolition, d'accès aux services de secours, d'évacuation des personnes au regard du risque incendie, de modernisation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles. Ces opérations sont engagées soit à l'initiative des collectivités publiques, soit d'un ou plusieurs propriétaires qui vont être regroupés dans une association syndicale, dont le régime est fixé par une ordonnance de 2004. Lorsque les opérations de restauration immobilière ne sont pas prévues par le plan de sauvegarde, elles doivent être déclarées d'utilité publique par un arrêté du préfet, article L313-4. Donc vous comprenez, le plan de sauvegarde va impliquer la mise en œuvre de travaux de démolition, reconstruction de tout un quartier qui concerne des propriétés privées. Donc c'est pour ça qu'il y a une enquête publique et puis au terme sera déterminé donc les projets, les travaux qui vont devoir être menés à bien par les collectivités publiques, mais également par les propriétaires. Et c'est pour ça que si les travaux ne sont pas prévus dans le projet qui a été soumis à enquête publique, ben, il faut un nouvel arrêté du préfet, parce qu'il y a atteinte à la propriété. Grand E, chaque propriétaire reçoit le programme des travaux à réaliser. Cela résulte de l'article L313-4-2. Après le prononcé de la déclaration d'utilité publique, la personne qui a pris l'initiative arrête pour chaque immeuble à restaurer le programme des travaux à réaliser dans un délai qu'elle fixe. Vous voyez, c'est la remise, la rénovation d'un quartier dans son ensemble de manière cohérente. Et le propriétaire a deux solutions. Soit il est en mesure de réaliser les travaux au besoin en ayant des aides, soit il n'est pas en mesure de les réaliser. S'il n'est pas en mesure de les réaliser, eh bien, son immeuble sera exproprié et les travaux seront réalisés donc au profit par la collectivité expropriante, le plus souvent la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'immeuble en cause. Chapitre 4, donc dans le Code de l'urbanisme, les organismes d'exécution. Donc, il y a un premier titre dans le Code de l'urbanisme qui définit la notion d'aménagement, et puis le titre 2 présente les organismes d'exécution. Je ne vais pas être très long sur les différents établissements publics, je serai un peu plus long sur certains organismes, mais c'est simplement pour vous en donner donc la présentation. Tout d'abord, section 1, les établissements fonciers de l'État. Voilà ce que dit l'article L321-1 du Code de l'urbanisme. Pour un enjeu d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement durable, l'État peut créer des établissements publics fonciers. En région Île-de-France, par exemple, il y a un seul établissement foncier de l'État.
selon le ministère de la Cohésion du Territoire, il y a actuellement 10 établissements publics fonciers de l'État en France. Donc, l'établissement public foncier a pour mission d'acquérir des terrains qui seront aménagés plus tard pour y construire des logements ou de nouveaux quartiers, ou encore des équipements publics. Donc, l'établissement public foncier réalise un portage de terrain. Pour un temps donné, donc l'établissement public va posséder et gérer en termes de sécurité, de gardiennage le terrain, et il pourra éventuellement commencer à préaménager, c'est-à-dire démolir des bâtiments existants, dépolluer, avant de le vendre à la collectivité ou à un opérateur mandaté par la collectivité. Vous voyez, une commune a sur son territoire un terrain qu'elle souhaite aménager plus tard. Elle n'a pas les moyens pour l'instant d'acheter. Donc, elle charge l'établissement public foncier d'acheter les terrains, à charge pour lui, de les lui revendre quand elle pourra mettre au point son opération d'aménagement. Les établissements publics fonciers accompagnent la collectivité dans la définition du projet et favorisent l'optimisation du foncier, regroupement des parcelles, densité, qualité urbaine. Ils ont une compétence également en ingénierie foncière, et donc ils peuvent conseiller, assister la commune qui n'a pas forcément cette expertise. Le Code de l'urbanisme évoque directement deux établissements publics fonciers d'aménagement de l'État, Grand Paris Aménagement, article L321-29 et suivant, et l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, article L321-37 et suivant. Ce sont deux grandes opérations d'aménagement, c'est le Grand Paris et puis l'aménagement de la zone de Saclay qui a accueilli des universités et des grandes écoles. Section 2, les associations foncières urbaines. Donc, définition, c'est l'article L322-1 du Code de l'urbanisme. Les associations foncières urbaines sont des associations syndicales régies par d'une ordonnance de 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, ainsi que régies par le Code de l'urbanisme pour les dispositions spéciales. Elles sont constituées entre propriétaires intéressés pour l'exécution de travaux et opérations qui sont énumérés à l'article L322-2. Par exemple, une opération de restauration que j'ai vue dans la section précédente. Ces associations syndicales de propriétaires, on les connaît parce que, vous savez, le Conseil d'État, le tribunal des conflits a rendu une décision importante en 1899, la décision Association syndicale du canal de Gignac, qui avait donné lieu à une note de Maurice Horiou, dans laquelle il avait cette formule célèbre « On nous change notre État ». Donc, les associations syndicales de propriétaires existent depuis une loi, en tout cas la loi qui les a régies est une loi de 1865, et le préfet donc peut contraindre des propriétaires à s'associer. Il peut y avoir des associations syndicales libres, hein, mais il peut y avoir aussi des associations syndicales contraintes. Le préfet ordonne à des propriétaires de s'associer dans une association syndicale parce que les travaux qu'il faut mettre en œuvre ne peuvent être efficaces que si tous les propriétaires acceptent de les réaliser. Vous voyez, par exemple, s'il faut protéger des terrains d'une inondation, il faut que tous les propriétaires participent. Si un propriétaire riverain du cours d'eau dit « moi je ne participe pas », eh bien l'inondation surviendra à l'endroit où on n'a pas fait les travaux. Et donc, le tribunal des conflits, dans cette décision de 1899, indique que lorsque les propriétaires ont été contraints de s'associer par un arrêté du préfet, l'association syndicale est un établissement public. Et ça avait fait dire à Maurice Horiou, on nous change notre État, parce qu'il critique la décision en expliquant que c'est le début du collectivisme, l'obligation de contraindre les propriétaires à s'associer. L'article 322-2 énumère les objets possibles de l'association foncière, l'association syndicale, l'association foncière urbaine, qui est une association syndicale, donc l'AFU, qui a des objets donc, qui sont définis par le Code de l'urbanisme, article L322-2. Elle a pour objet elle peut avoir pour objet le remembrement de parcelles et la modification corrélative de l'assiette des droits de propriété. Vous voyez, on rénove un quartier, peut-être que ça exige, pour faire les choses de manière cohérente, de répartir autrement les parcelles entre les différents propriétaires, avec la garantie qu'à la fin, ils retrouvent tous leur compte. Eh bien, ça peut se faire au travers
d'une association foncière urbaine, qui est une association syndicale de propriétaires. Le groupement de parcelles, en vue soit d'en conférer l'usage à un tiers, notamment par un bail à construction, on rassemble toutes les parcelles qui, isolément, ne permettent pas de réaliser une opération, on les rassemble de force dans une association foncière urbaine, et ensuite celle-ci conclut un bail à construction avec un aménageur qui va construire un nouvel immeuble, soit d'en faire apport ou d'en faire la vente à un établissement public ou à une société de construction ou d'aménagement. La construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif. Voirie, aires de stationnement, garages enterrés, chauffage collectif, espaces verts. Vous voyez, au sein d'un lotissement, parfois, la gestion des espaces communs est confiée à une association syndicale de propriétaires. La conservation, la restauration et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables. C'est le plan de sauvegarde que j'ai vu auparavant, qui peut donner lieu donc à la constitution d'une association foncière urbaine entre tous les propriétaires intéressés par la rénovation de ce quartier. Paragraphe 3, dans certains cas, l'association est constituée d'office. L'article 322-4 envisage des hypothèses où l'intérêt général impose que le propriétaire constitue l'association foncière urbaine alors même que tous les propriétaires ne sont pas d'accord. C'est possible, notamment pour le remembrement des parcelles, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires, ou pour l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif. Paragraphe 4, droit de délaissement. Les propriétaires compris dans le périmètre d'une association foncière urbaine, autorisés, et n'ayant pas adhéré à l'association, peuvent, dans le délai de 3 mois, à compter de publication de la décision autorisant la constitution de l'association, délaisser les immeubles moyennant indemnité. Ils disent, moi je me retire, donc je vous demande d'acheter les biens. Le prix devra être fixé soit à l'amiable, soit euh, par le juge de l'expropriation. Paragraphe 5, les travaux que peut imposer l'association foncière urbaine. Lorsqu'il s'agit de travaux spécifiés à l'article 322-2, paragraphe 2, que j'ai vu auparavant, c'est-à-dire réaménager un quartier, par constituer avec possibilité de confier l'opération à un aménageur par un bail à construction, eh bien, l'objet de l'association foncière urbaine va déterminer les bâtiments, les ouvrages dont le groupement de parcelles nécessite soit la destruction, soit le changement d'usage, après éventuellement réparation, aménagement, transformation. L'objet de l'association va déterminer également le projet de contrat de bail à construction et donc les opérations qui devront être réalisées obligatoirement puisque le préfet a ordonné la constitution de l'association foncière urbaine. Il y a quelques établissements publics fonciaux que je passe, et puis je vois, je vais dire deux mots, dans une section 6 de la Société publique locale d'aménagement et Société publique locale d'aménagement d'intérêt national. Je vais être assez rapide là-dessus. Donc, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la directive travaux qui impose de respecter des règles de publicité de mise en concurrence quand un pouvoir adjudicateur, c'est-à-dire une collectivité publique ou une entité privée qui est sous le contrôle d'une collectivité publique, passe un contrat confiant la réalisation d'un travail à une entreprise. Donc ce contrat doit être soumis en vertu de la directive marché à des règles de publicité de mise en concurrence, mais la Cour de justice, dans un arrêt du 18 novembre 1999, TECAL, T-E-C-K-A-L, a jugé que cette publicité et cette mise en concurrence n'est pas obligatoire lorsque la collectivité publique, le pouvoir adjudicateur, conclut un contrat avec un organisme sur lequel il exerce un contrôle comparable à celui qu'il exerce sur ses propres services, et à condition que cet organisme qu'il contrôle exerce l'essentiel de son activité pour le pouvoir adjudicateur. Donc, vous voyez, l'idée, c'est que pour qu'il y ait marché public, il faut qu'il y ait contrat, c'est-à-dire deux personnes au contrat. Il n'y a pas deux personnes,
s'il apparaît que le pouvoir adjudicateur, comme c'est l'expression utilisée par les directives européennes en matière de marché, exerce sur l'entreprise un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services, par son pouvoir de contrôle, de détention du capital, que sais-je. Donc, les collectivités, les États ont voulu s'engouffrer dans cette dérogation à à l'application des règles de publicité et de mise en concurrence, profiter au maximum. Et c'est pour cela que une loi française a créé, je crois que c'est une loi de 2010, a créé la société publique locale. Parce que la Cour de justice avait jugé que la jurisprudence TECAL, qui dispense de respecter les règles de publicité et de mise en concurrence lorsqu'on confie un travail à une entité, ne pouvait pas jouer, cette dispense ne pouvait pas jouer quand l'entité contrôlée par la collectivité publique comportait des capitaux privés, même marginaux. Donc, en France, la jurisprudence TECAL n'était pas applicable quand une collectivité territoriale souhaitait confier un travail à une société d'économie mixte, puisqu'il y a des capitaux privés dans la société d'économie mixte. Donc, c'est donc pour cela que la loi de 2010 a créé la société publique locale. Dans la société publique locale, 100% des capitaux sont des capitaux publics. Il n'y a pas de capitaux privés. Ça ne veut pas dire cependant que la jurisprudence TECAL pourra jouer parce que la Cour de justice de l'Union européenne a rendu plusieurs arrêts. Je vous donne un exemple. Un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 29 novembre 2012, Econor, E-C-O-N-O-R-D. Dans cette affaire, il s'agissait d'une affaire italienne. Donc, la commune de Varese, en Italie, avait créé une société avec 36 autres communes. Et Varese, qui était la ville la plus importante, possédait 173 000 actions dans le capital de la société. Et les 36 autres communes, en tout, détenaient 318 actions, c'est-à-dire rien. Une de ces 36 communes, autres que Varese, confie un travail à cette société, sans respecter les règles de publicité et de mise en concurrence, en estimant que la jurisprudence TECAL peut jouer. Vous voyez, le capital est entièrement détenu par des collectivités publiques, cette condition est remplie, mais dans l'arrêt Econor, la Cour de justice de l'Union européenne indique que les conditions d'application de la jurisprudence TECAL ne sont pas remplies, parce que la commune, qui est une des 36 qui confie un travail à la société dont elle est actionnaire, ne détient pas sur cette société un pouvoir de contrôle équivalent à celui qu'elle a sur ses propres services, puisqu'elle détient 4 ou 5 actions, 10 actions sur 173 000, 174 000, c'est-à-dire rien. Seul Varese pourrait invoquer la jurisprudence TECAL, parce que Varese, avec 173 000 actions, c'est-à-dire 99,5% du capital, exerce sur la société un contrôle comparable à celui qu'elle détient sur ses propres services. Mais ce n'est pas vrai pour les autres communes. Et le Conseil d'État, ayant à appliquer la jurisprudence, la loi de 2010 qui crée les sociétés publiques locales, raisonne de la même façon. Dans un arrêt du 6 novembre 2013, commune de Marsanne-la-Côte, numéro 365 079, cette commune est actionnaire d'une société publique locale avec d'autres communes de Côte d'Or, mais elle ne détient que 1,076% du capital. Par conséquent, avec une part aussi résiduelle du capital, elle n'exerce pas sur la société dont elle est actionnaire un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services. Elle ne peut donc pas lui confier la réalisation d'un travail sans respecter des règles de publicité et de mise en concurrence. Plus exactement, elle doit lancer une publicité et une mise en concurrence, et elle ne pourra choisir la société publique locale que si celle-ci présente l'offre économiquement la plus avantageuse. Section 7, l'établissement public Paris La Défense. Alors, la construction du quartier de la Défense est une opération d'État qui est soumise à un régime dérogatoire. Article L123-24 du Code de l'urbanisme, la modernisation
du quartier d'affaires de la Défense présente un caractère d'intérêt national. Donc, dans cette opération, dans le périmètre du quartier de la Défense, sur le territoire des communes de La Garenne-Colombes et Nanterre, on est dans une opération dérogatoire. Ça ne relève plus de la commune de Nanterre ou de La Garenne-Colombes. Les opérations qui sont menées à l'intérieur de ce périmètre peuvent être qualifiées de projet d'intérêt général par le préfet. J'ai vu cette notion au début du cours, notion qui permet donc à l'État d'imposer des projets qu'il juge d'intérêt général. L'établissement public Paris La Défense, qui gère le quartier, est un établissement public à caractère industriel et commercial, article L328-1 du Code de l'urbanisme. Et dans son périmètre, l'établissement public Paris La Défense a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement urbain et durable dans le périmètre en cause. Section 8. Les organismes de foncier solidaire, OFS. Les organismes de foncier solidaire. Paragraphe 1er, notion. Les organismes de foncier solidaire ont été créés, la notion, par la loi ALUR de 2014, qui les définit, article L329-1 du Code de l'urbanisme. Les organismes de foncier solidaire ont pour objet, pour tout ou partie de leur activité, d'acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de réaliser des logements conformément, ou des équipements collectifs, conformément aux objectifs de l'article L300-1 du Code de la construction et de l'habitation. Donc, l'organisme de foncier solidaire doit être agréé par le préfet de région. Peuvent être agréés différents organismes, nous dit l'article L329-1, par exemple, organisme de construction. Et l'organisme de foncier solidaire doit respecter différentes conditions, notamment son objet doit être autre que le partage des bénéfices, de bénéfices. Alors, l'idée, c'est que l'organisme de foncier solidaire acquiert des terrains dont il reste propriétaire et va conclure des contrats avec des organismes qui vont construire des logements sociaux qu'ils céderont pour une longue durée à des occupants. L'idée, c'est donc la suivante. Il y a une crise de logement. On ne construit pas assez de logements. L'une des causes, c'est le coût du foncier. Et donc, pour réduire le coût de construction des logements, il faut dissocier le foncier, propriété de l'organisme foncier solidaire, du bâti. Et donc, normalement, puisque la vente du logement ne comprend pas le prix du terrain nu, il va y avoir une baisse qu'on estime à une réduction du prix de l'appartement de 20 à 30%. Et d'autant plus que l'organisme de foncier solidaire donc, acquiert des terrains et peut acquérir, par exemple, des terrains à des prix intéressants quand c'est l'État qui vend. Vous savez que depuis une vingtaine d'années, l'État vend les bijoux de famille, comme on dit. Et donc, l'article L3211-7 du Code général de la propriété des personnes publiques indique que l'État peut vendre à des prix inférieurs à sa valeur des terrains et la décote peut atteindre 100% quand il s'agit de construire des logements sociaux. Donc, ça doit normalement favoriser la construction des logements. Donc, une fois que l'organisme foncier solidaire est propriétaire de terrain qu'il a acquis auprès de l'État ou d'une autre collectivité ou d'un particulier, eh bien, il conclut un bail réel solidaire avec un opérateur qui peut être un bailleur HLM, une société civile coopérative de production, ou même un particulier qui occupe le logement, un opérateur qui est prêt à construire. Donc, et le bail réel donc, peut concerner un bâti existant qu'on cherche à rénover, à construire ou à réhabiliter. Le bail est conclu pour une durée de 18 à 99 ans, vous voyez, comme le bail amphithéotique, qui confère un droit réel au preneur, c'est le même cas ici. Et l'organisme de foncier solidaire dispose d'un droit de préemption sur le bâti lors de chaque mutation. Un particulier habite le logement qu'il a acquis pour une longue durée, il décide de céder, et bien à chaque fois, l'organisme foncier solidaire a un droit de préemption, afin d'éviter donc une spéculation sur ce bien. Plusieurs communes utilisent déjà ces dispositions. Par exemple,
Par exemple, à Paris, grâce à ce dispositif, nous apprend un article de la presse, le prix des logements neufs devient plus accessible, le coût peut être minoré jusqu'à 40%. Attention, tout le monde ne peut pas acheter ce type de logement à l'intérieur d'un bien qui est propriété de l'organisme foncier solidaire. Il faut être un ménage en dessous de certains plafonds, c'est-à-dire un ménage modeste. Euh, alors, je ne le dis qu'ici, mais pour lutter contre euh, la, pour résoudre la crise du logement, et notamment un de ces aspects qui consiste pour des propriétaires à louer des logements qui ne présentent pas toutes les garanties de décence. Un logement doit être décent pour pouvoir être loué, ce sont les textes qui le disent. Une commune peut également instituer le permis de louer, c'est-à-dire une autorisation préalable à la mise en location, qui est prévue à l'article L635-1 du Code de la construction et de l'habitation. Donc une commune va instituer sur son territoire ou sur certains quartiers dans lesquels elle sait qu'il y a des logements qui ne présentent pas toutes les garanties. Comment le sait-elle? Eh bien, par exemple, parce qu'elle ne peut pas pénétrer dans les logements. Et elle le sait parce que le service de distribution d'eau lui apprend qu'il y a souvent changement de locataire. Ça, c'est mauvais signe. Quand les gens ne restent pas longtemps, c'est que le logement, enfin, il y a un indice que le logement ne présente pas toutes les garanties de décence. Et donc, la commune institue un périmètre dans lequel est prévu exiger ce permis de louer, c'est-à-dire cette autorisation de mise en location. Et donc, le propriétaire, avant de louer son bien, devra permettre au service de la commune de le visiter pour que la commune s'assure que le bien est louable. S'il ne l'est pas, le maire prescrira des travaux. Si un propriétaire loue sans avoir respecté cet régime d'autorisation, il s'expose à des amendes, 5 000 euros et 15 000 euros en cas de réitération de l'infraction dans les 3 ans, je crois. Vous voyez, par exemple, la commune d'Imphy, dans la Nièvre, qui est une commune d'un peu plus de 3 000 habitants, a institué en centre-ville ce permis de louer. 30% des logements, ils sont vacants. Vous voyez, c'est pas bon signe, ça. Euh, Et puis enfin, un dernier point sur ces opérations d'aménagement, section 9, la société mixte d'aménagement à opération unique. Elle a été créée par une loi du 1er juillet 2014, créée donc par une loi du 1er juillet 2014. Quel est le problème? Il arrive que une collectivité territoriale soit actionnaire, envisage de créer une société d'économie mixte pour mener une opération d'aménagement. Elle va donc chercher un actionnaire privé, puisque dans la SEM, il y a un actionnaire privé, et elle sait, qu'en cherchant cet actionnaire, que son but est de créer une société d'économie mixte pour lui confier une opération déterminée. Par exemple, construire un aérodrome. Et donc, la loi de 2014 prévoit une procédure qui n'est pas codifiée dans le Code de la commande publique, mais dans le Code général des collectivités territoriales, article L 1541-1-1 du Code général des collectivités territoriales. Donc, une procédure qui va permettre une publicité, une mise en concurrence, qui va permettre par la même opération de choisir l'actionnaire privé de la SEM et de confier une opération à la SEM. Parce que vous voyez, ce serait un peu aberrant de suivre une procédure de mise en concurrence pour choisir l'actionnaire de la SEM, alors qu'on sait qu'on a pour objet de lui confier à cette SEM une opération déterminée. Donc, par la même opération, choix de l'actionnaire et mission confiée à la SEM, donc on organise une publicité de mise en concurrence pour mener les deux opérations. La SEM est soumise à certaines conditions. D'abord, elle a un objet unique. Elle n'a pas une pluralité d'objets. Une fois que cet objet est atteint, la SEM doit disparaître. Il est prévu que dans la SEM, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales détient entre 34 et 85% du capital de la société et 34% au moins des voix dans les organes délibérants. La part du capital de l'ensemble des actionnaires privés ne peut être inférieure à 15%. La société d'économie mixte à opération unique est dissoute de plein droit au terme du contrat avec la collectivité qui avait justifié sa création.
Dans la prochaine vidéo, je verrai le financement de l'aménagement.